peut-être eu l'impression cette semaine que Denis Laferrière avait commenté directement l'actualité. Les extraits utilisés et cités partout étaient cependant tirés d'entrevues qu'il avait accordées en France, qu'il a accordées en France il y a plusieurs jours à l'occasion du 35e anniversaire de son premier roman, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, réédité en format de poche pour l'occasion. Denis n'a donc pas accordé d'entrevue ici cette semaine. Ce matin, cependant, l'écrivain avait envie de prendre la parole, mais avant, il souhaitait nous faire entendre ceci. Ah, Denis Laferrière, bonjour. Bonjour Franco. Ah, vous êtes habité là. Il faut dire que Manu Dibango avait fait la musique de Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. C'est la musique du film qu'on entend là. Ça a été une grande rencontre pour moi, la rencontre avec Manu Dibango. J'étais allé à Paris et avec Isaac de Bancolé et Makakoto, les deux personnages, pour rencontrer vraiment le grand Manu Dibango, il faut le dire, mort il y a peu de temps, et qui avait accepté avec sa joie, son rire, sa fantaisie et son enthousiasme de faire cette musique magnifique. On se souvient de Manu Dibango, c'est Soul Makossa, Makossa, Makossa. Dany, je vais à mon tour vous citer ce que vous m'avez proposé pour ce matin, c'est d'embarquer avec vous, et là j'ouvre les guillemets, dans la pirogue du temps et descendre le long du fleuve d'encre. 35 ans d'encre depuis la parution de Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Et alors, lorsque vous réfléchissez à une question, c'est toujours très longuement. Vous répondez rarement à chaud à une question. Vous prenez le temps d'y réfléchir. Et ceux qui vous ont lu savent que la question dont on a tant parlé cette semaine se trouve dans presque tous vos livres. C'est pour vous une question de réalité sociopolitique du noir en Amérique du Nord. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que je prends beaucoup de temps avant de répondre à l'actualité. Mais souvent, j'y avais répondu des années avant. Par exemple, la question dont on parle aujourd'hui du mot nègre, ça fait 35 ans que je suis dessus. Et d'ailleurs, deux des titres de mes livres, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, et Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une âme ou un fruit? C'est étonnant que les jeunes gens qui discutent de ce mot ne se sont pas précipités pour aller voir ces livres-là. Ils auraient vu l'ironie que j'avais mis à l'intérieur comme de petites bombes à chaque tournant de page, et dans Comment faire l'amour, et aussi la réflexion grave qu'il y a dans cette grenade et qui traverse toute l'Amérique, cette réflexion-là. Et c'est un roman, malgré tout, et qui analyse la question du racisme sous tous les angles, et des fois de façon, enfin, qui donne l'impression au lecteur de vivre carrément en direct des moments tragiques de l'histoire de l'Amérique, accompagné de Baldwin, accompagné de Walt Whitman, parce que je n'ai pas regardé la question uniquement du point de vue du noir. Pour moi, le noir n'existe que face au blanc et le blanc n'existe que face au noir, puisque c'est l'histoire qui les avait présentés ainsi, selon James Baldwin. Mais juste avant, je voudrais lire un texte sur le mot nègre. Allez-y. Puisque c'est le mot précisément qui fait, pour essayer de replacer ce mot dans son histoire. Le mot nègre lui-même ne m'intéresse pas. C'est son trajet qui compte à mes yeux. Ce mot tout sec, nu, sans le sang et les rires qui l'irriguent, n'est qu'une insulte dans la bouche d'un raciste. Je ne m'explique pas pourquoi on donne tant de pouvoir à un individu sur nous-mêmes. Il n'a qu'à dire un mot de 5 lettres, nègre, pour qu'on se retrouve en transe avec les bras et les pieds liés, comme si le mot nègre était plus fort que l'esclavage. Le mot ne dit que l'esclavage, il n'est pas plus fort. Les esclaves n'ont pas fait la révolution pour qu'on se retrouve à la merci du mot. Ne me dites pas que je ne peux pas comprendre la douleur du mot.
car j'ai connu moi-même la dictature, j'ai connu l'exil, j'ai connu l'usine, j'ai connu le racisme, j'ai même connu un tremblement de terre, et cela dans une même vie. Je crois qu'avant de demander la disparition de l'espace public du mot nègre, il faut connaître son histoire. Si ce mot n'est qu'une insulte dans la bouche du raciste, il a déclenché dans l'imaginaire des humains un séisme. Avec sa douleur lancinante et son fleuve de sang, il a ouvert la route au jazz, au chant tragique de Billie Holiday, à la nostalgie poignante de Bessie Smith. Il a fait bouger un continent immuable et sa civilisation millénaire, l'Afrique, en exportant une partie de sa population vers un nouveau monde de terreur. Ce mot est à l'origine d'un art particulier que le poète Senghor et quelques intellectuels occidentaux ont appelé faussement l'art nègre. Ce serait mieux de dire l'art des nègres ou encore l'art tout court. Tout qualificatif affaiblit ce qu'il tente de définir. Mais passons, car ce domaine est si riche. Dans le seul domaine de la littérature, on n'a aucune idée du nombre de fois qu'il a été employé. Si quelqu'un voudrait faire une recherche sur les traces et les significations différentes du mot dans sa bibliothèque personnelle, il sera impressionné par le nombre de sens que ce mot a pris dans l'histoire de la littérature. Et il comprendra l'énorme trou que sa disparition engendrera dans la littérature. La disparition du mot nègre entraînera avec lui un pan entier de la bibliothèque universelle. Notre blessure personnelle et nos récits individuels ne font que lui donner de l'énergie pour continuer sa route. Ce n'est pas un mot, c'est un monde. Il ne nous appartient pas d'ailleurs. Nous nous trouvons simplement sur son chemin à un moment donné. Il a permis la révolution à Saint-Domingue, Haïti, en devenant notre identité américaine. On a capturé des hommes et des femmes en Afrique qui sont devenus des esclaves en Amérique, puis des nègres quand Haïti est devenue une nation indépendante, et cela par sa constitution même. On ne va pas faire la leçon aux glorieux combattants de la première révolution de l'histoire. Si le mot révolution veut dire chambardement total des valeurs établies, celle de l'esclave devenu libre en est la plus complète. Le nègre Toussaint Louverture, le nègre Jean-Jacques Dessalines, le nègre Henri Christophe et le nègre Alexandre Pétion ont fondé Haïti le 1er janvier 1804 après une effroyable et longue guerre coloniale. Alors, quand un raciste m'apostrophe en nègre, je me retourne avec un sourire radieux en disant « Honoré de l'être, monsieur ». De plus, Toussaint puis Dessalines ont fait entrer le mot nègre dans la conscience de l'humanité en faisant un synonyme du mot homme. Un nègre est un homme, ou mieux, tout homme est un nègre. Le raciste qui nous écoute en ce moment sait-il qu'il est un nègre de par la grâce de Jean-Jacques Dessalines, le fondateur de la nation haïtienne? C'est par cette grâce qu'un nombre de Blancs ont été épargnés après l'indépendance d'Haïti. C'est par cette grâce que tous les Polonais vivant en Haïti pouvaient devenir séance tenante des nègres, c'est-à-dire des hommes. Connaissez-vous une pareille révolution du langage? Le mot qui a servi à asservir l'esclave va libérer le maître. Mais pour qu'il soit libre, il faut qu'il devienne un nègre. D'où la phrase magique « Ce blanc est un bon nègre, épargnez-le ». Vous comprenez qu'un tel mot va plus loin qu'une douleur individuelle et que si nos récits personnels ont une importance indéniable, ils ne font pas proie face à l'histoire. Une histoire que nous devons connaître puisqu'elle nous appartient, que l'on soit un nègre ou un bon nègre. Cette plaisanterie d'une hypocrisie insondable du N-word est une invention américaine comme le hamburger et la moutarde sèche. Et j'espère que nous aurons le courage de l'effacer du visage du glorieux Jean-Jacques Dessalines, fondateur de la nation haïtienne dont on disait qu'il était le nègre fondamental. Merci, Dany. Merci. Et c'est un texte que vous avez écrit cette semaine? C'est un texte que j'ai écrit il y a 1 heure. Il y a 1 heure? Eh bien, on va le garder. Vous allez me l'envoyer. Est-ce que l'écrivain, peu importe qui il est, comment il réagit quand on enlève un mot qu'il a utilisé souvent?
Parce que Oui, c'est dans le débat aussi, et ça regarde pas seulement l'écrivain. Je veux dire, ça regarde les journalistes, ça regarde les auteurs, ça regarde tout le monde. Enlever un mot, retirer un mot, il y a quelque chose de douloureux là-dedans, je trouve. Et d'abord, il y a quelque chose de difficile à accepter pour quelqu'un comme moi qui fait partie de la commission du dictionnaire de l'Académie française. Je dis ça dans le sens que chaque jeudi, nous planchons sur le dictionnaire et c'est avec une douleur profonde quand après peut-être un siècle de disparition, nous concédons peut-être, après avoir mis à côté du mot, et le mot oubli, ça veut dire ça fait longtemps qu'on ne l'a pas employé, quand nous acceptons d'enlever ce mot. C'est dans une discussion terrible. Et vous savez, même quand nous disons ce mot n'a pas été employé depuis très longtemps par les humains, les francophones, mettons, même cela, si un seul des membres de cette commission, nous sommes à peu près une dizaine, une douzaine, si un seul des membres de cette commission dit « on ne peut pas l'enlever puisque Montaigne l'a employé ». On ne peut pas l'enlever puisque Miron l'a employé. C'est souvent un mort, on parle d'un mort. On ne peut pas l'enlever, ce mot, puisque Senghor l'a employé. On ne peut pas l'enlever puisque Diderot l'a employé. On demande un exemple, on va chercher souvent dans le trésor de la langue française, et c'est un autre dictionnaire, et on regarde, on trouve un exemple où cet auteur l'a employé. Pourquoi ? C'est parce que le premier travail du dictionnaire, c'est empêcher qu'un auteur ne puisse pas être lu dans son texte original. Nous voulons retarder le fait que l'on puisse dire, que l'on soit obligé de traduire Rimbaud en français contemporain. Et pour cela, il faut garder tous les mots qu'il a employés le plus longtemps possible. Nous faisons barrage à l'oubli. Donc ça, c'est simplement le point de vue du dictionnaire. Mais le point de vue humain, chaque mot porte l'histoire. Et quand le mot nous fait mal, il faut croire que l'histoire a été violente. Voulons-nous éliminer cette partie de l'histoire ? Voulons-nous éliminer son trajet pour que ce mot puisse continuer à vivre et cette histoire-là, pour que nous puissions... Parce que nous ne pouvons pas éliminer les choses, effacer les choses par l'oubli. Il faut regarder en face, par exemple, ce mot « nègre » qu'on a employé et qui est employé différemment en Haïti, comme je viens de le dire dans ce texte. Jacques Dessalines, le fondateur de la nation haïtienne, se dit « nègre ». Nègre. Est-ce que nous pouvons le démentir ? Est-ce que nous pouvons dire « vous n'avez pas le droit de dire nègre » puisque nous-mêmes aujourd'hui, nous déclarons que ce mot ne peut pas être établi. Et cela, quand même, il y a une partie de racisme. Mais peut-être qu'il faudrait changer notre attitude par rapport à ce mot pour déstabiliser, pour désarmer le raciste. Et c'est pour ça, par exemple, le mot réfugié, Fuji, qui a été employé aux États-Unis pour insulter les réfugiés, a été changé par ce groupe de musiciens qui ont appelé leur groupe de Fugees. Et le mot est devenu tellement à la mode que tous les jeunes blancs américains dans les universités voulaient s'appeler des Fugees. Donc ça veut dire qu'un mot peut avoir une vie, nous devons avoir une action sur le mot. Quand un raciste me dit que je suis un nègre, je lui réponds, je suis honoré, parce que Dessalines aussi, parce que Toussaint Louverture aussi. Non seulement ils sont des nègres, mais ils se sont dit officiellement dans la Constitution haïtienne qu'ils sont des nègres. Et je crois que c'est mieux de le faire que de nous remettre pieds et poings liés dans les mains du raciste. On va s'attarder, si vous voulez bien, Dany, à comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Il y a une satire féroce des stéréotypes et des clichés racistes. Vous parliez du racisme il y a 2 secondes. Le personnage de Vieux, il le dénonce, ce racisme-là qu'il croise au Carré Saint-Louis et partout, sous toutes ses formes. 35 ans plus tard, est-ce que c'est toujours, tout ce qu'il dit, est-ce que c'est toujours d'actualité?
Mais l'actualité, c'est pas quelque chose qui naît sous nos yeux, qui tombe du ciel. C'est les rapports humains, c'est les relations. Et quand un mot arrive encore sur scène, ça veut dire il y a une douleur. Le mot, il indique, c'est comme la fièvre, il indique qu'il y a une maladie, il y a quelque chose qui est troublant quelque part. Bien sûr, il y a des gens qui souffrent de leur situation, de cette condition nord-américaine et de cette signification nord-américaine du mot nègre, parce qu'il y a une autre signification que celle que les Haïtiens, que Haïti a donnée à ce mot, venant de la fournaise de Saint-Domingue. Il y a une signification triviale, quotidienne, ordinaire, et qui a une action derrière. C'est-à-dire que c'est là que j'ai divisé les racistes entre racistes amateurs et racistes professionnels. Quand un raciste amateur me dit sale nègre, je dis oh, bon, ça va. Je lui dis ça va. Ça veut dire qu'il dit, en fin de compte, qu'il est dans une condition inférieure sociale à la mienne. C'est pour ça qu'il m'attaque, c'est pour ça qu'il trouve le désir de m'attaquer. Je me souviens, j'étais à 4 saisons un jour, et j'étais à mon bureau, le téléphone sonne, je le prends, c'est quelqu'un qui m'appelle et qui me dit « Est-ce qu'on paie aussi bien un nègre qu'un blanc ?» Je lui ai demandé, mais monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Il dit oui. Je dis, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Il me dit, pourquoi ça? J'ai dit, simplement. Il me dit, je suis dans mon salon, je regarde. J'ai dit, en juillet, vous regardez la télé à 2h de l'après-midi? Mais non, sortez donc. Non, mais allez voir ailleurs. Vous allez voir, ça va vous changer les idées. Donc, je suis en train de travailler. Quand quelqu'un me dit que sale nègre, ou bien encore quand quelqu'un me dit retourne dans ton pays, qui est l'équivalent parfois de ça, j'ai dit mais vous pouvez pas dire que moi, à Montréal, avec des photos de moi partout, une statue en ce moment dans les jardins de la Bibliothèque nationale, le Premier ministre que je peux appeler presque quand je veux pour lui dire mes idées. Vous croyez vraiment que vous êtes plus chez vous que moi? Vous croyez vraiment que je ne suis pas plus chez moi ici que vous? Si vous le croyez, c'est qu'on vous a trompé, vous avez mal analysé les choses. Jeune homme, je suis plus chez moi ici que vous. Donc ça veut dire qu'il faut retourner les questions. Le mot nègre, sale nègre ou n'importe quoi, ne doit pas... si j'étais à l'école, comme dit ma mère, j'ai une capacité d'analyse pour voir qui me parle et pourquoi il me dit cela. Parce que les gens qui sont vraiment au pouvoir, qui sont vraiment méchants, qui veulent vraiment nous détruire, on ne les voit pas, et ils sont même capables de ne pas employer le mot nègre, parce qu'ils savent bien là où ils détruisent. Ils savent bien que c'est souterrainement que les choses se passent. Ils savent bien qu'ils n'ont qu'à changer le mouvement, le cours des choses. Danny, vous avez écrit dans le roman « On ne naît pas nègre, on le devient ». Évidemment, c'est paraphraser Simone de Beauvoir. Vous vouliez, comme elle, que l'on repense le rapport dominé-dominant dans les relations interraciales. Elle, c'était les relations hommes-femmes. Ah ben totalement. Je pense que les relations ordinaires sont toujours questionnables. Toute relation, la relation mère-fille, la relation père-fils ou père-fille, toutes les relations humaines sont toujours en mouvement. Et bien sûr, mais je veux dire aussi, pour qu'on puisse questionner ces relations-là, l'arme fatale, c'est la lucidité. Il faut toujours poser la question, il faut toujours analyser les choses. Dès que vous commencez à analyser, vous devenez plus calme. Moi, dès que je prends ma plume pour écrire, quelle que soit la tragédie, quelle que soit la tempête qui est autour de moi, je peux le dire parce que je l'ai faite au moment même du tremblement de terre de Port-au-Prince, je deviens d'un calme absolu. Et à partir du moment où vous devenez calme, eh bien, rien ne peut vous toucher. Chaque fois, par exemple, que dans cette relation, on a un rapport avec quelqu'un, on se sent humilié, on n'a qu'à rentrer chez soi, on prend un crayon et on fait le récit de ce qui s'est passé et après on fait l'analyse de ce qui s'est passé. Vous allez voir comment l'écriture, comment la littérature peut nous sauver, comment le mot qui nous a abattus, qui nous a frappés, qui nous a humiliés peut être le mot qui nous libère si nous prenons force sur ce mot, si nous le couchons sur le papier. Et c'est extrêmement
important parce que c'est ça qu'on touche, c'est à ça qu'on touche quand on touche au livre, quand on touche à l'écriture, quand on touche à la littérature, c'est à la distance possible. On ne peut pas enlever un mot sans en prendre connaissance de sa signification dans le texte, de ses nuances. Et même si le mot, par exemple, si on prend le narrateur ou un personnage secondaire dit à un autre sale nègre, mais ce n'est pas l'auteur qui l'a dit, ce n'est même pas le narrateur. Si on enlève sale nègre, on enlève la possibilité à l'auteur de contester l'insulte, et on enlève aussi, et en plus, je dois dire aussi que dans la littérature, parce qu'on peut tomber dans une autre forme de littérature aussi, celle de réparation, qui n'est pas forcément la bonne. Chaque fois qu'un raciste dit sale nègre à un autre personnage, il faut pas frapper le raciste. Il faut donner sa place au raciste dans le livre. Si vous le frappez, si vous réglez la question, vous ne réglez pas la question dans la réalité. La littérature n'est pas faite uniquement pour régler vos problèmes. Il faut quand même que ce personnage-là prenne sa force, qu'on le voit, et que c'est au lecteur de le regarder vivre, et peut-être même de se dire que finalement j'ai déjà agi comme ça, et de le regarder vivre. Il faut qu'il ait le temps de dire toute son essence aussi. Donc c'est compliqué. Donc c'est pour ça que c'est difficile de faire rentrer un livre quand on n'en a pas écrit un. Vous avez connu l'exil, vous l'avez dit tout à l'heure, l'usine, vous avez mené des combats pour arriver à prendre la parole librement, mais vous ne voulez pas parler au nom de la douleur des autres. Vous refusez toujours de faire ça. Et vous dites que ce n'est pas parce qu'on a souffert qu'on a raison. C'est quand même une phrase qui est lourde de sens. Ah ben totalement, ce n'est pas parce qu'on a souffert qu'on a raison, totalement. Enfin, ce n'est pas parce qu'on a souffert qu'on a raison de faire souffrir les autres. Pour terminer la phrase plus calmement. Alors, on peut se tromper complètement là-dessus. D'ailleurs, c'est l'une des plus vieilles hypocrisies judéo-chrétiennes, c'est de placer la douleur au cœur de la rédemption. On peut être heureux et être quelqu'un de bien. Il ne faut pas placer la douleur au cœur de la rédemption. Et d'ailleurs, c'est l'argument de tous les fascistes, de tous les nazis, de tous les racistes et de tous les batteurs d'enfants. C'est que j'ai souffert. Ça n'a aucune explication. Et de plus en plus, j'entends dans les médias, à la radio, dans les journaux au Québec, dans cette analyse, les récits personnels. Les gens qui disent, quand j'étais petit, j'ai joué avec un enfant noir et je trouve que ce n'était pas ma place, je n'aurais pas dû faire ça, je n'aurais pas dû l'humilier. Ou bien, quand j'étais petit, j'ai attaqué un enfant noir, ou quand j'étais petit, un noir m'a aidé, ou quand j'étais petit, j'étais noir et on m'a attaqué. Ça ne compte pas. Tous les humains ont des histoires, ont des récits douloureux nés de l'enfance. Ou bien encore, quand quelqu'un dit et vous ne pouvez pas comprendre ce que vous ne comprendrez pas parce que c'est difficile, c'est impossible pour vous de comprendre ce que j'ai vécu. C'est la phrase que tous les adolescents disent à leur maman. Vous ne me comprendrez jamais. Avant de frapper la porte et de sortir avec son bagage sur le dos, dans cette maison, personne ne me comprend. Ce ne sont pas de vrais arguments. Parce que entre ceci, l'événement initial, original et originel, et le moment où on le dit, il s'est passé l'expérience de la vie. Et Sartre dit, ce n'est pas ce qui nous est arrivé qui compte, c'est ce que nous faisons de ce qui nous est arrivé. Moi, on ne me prendra pas dans la douleur, ni dans la fausse gravité, ni dans la manipulation de ma propre douleur sur les autres. Parce que si j'imite la douleur, si je réveille une douleur qui n'existe pas, simplement pour manipuler, pour donner mauvaise conscience, pour rendre coupable l'autre, eh bien, je suis douloureux à ce moment-là. Douloureux de cette douleur artificielle. Parce que je mets bas les armes de la lucidité, les armes de la raison, les armes de l'analyse pour utiliser un subterfuge. Je dois à chaque fois faire face à visière levée, à visage nu, face à la réalité qui se présente à moi,
C'est pour cela que j'ai refusé dans ma littérature de me complaire. J'ai préféré l'ironie, j'ai préféré la satire, j'ai préféré le rire, j'ai préféré le sourire à une sorte de chapelet de misère. Misère de la dictature, parce que j'ai vécu sous la dictature de Duvalier. Je suis né en 1953, Duvalier est arrivé au pouvoir en 1957. J'ai donc passé les 23 premières années de ma vie sous l'une des dictatures les plus féroces. On ne trouvera pas cela dans ma littérature, sauf dans le cri des oiseaux fous, où j'ai parlé pour toute ma génération dans ce livre pour raconter comment on a vécu ça. Et malgré tout, j'ai pris la peine de mettre à l'intérieur de ce livre des histoires d'amour, des récits sur le théâtre, parce que c'est pas vrai. C'est le dictateur qui croit que la dictature est le cœur du monde. La vie est palpitante, elle est toujours là. Je ne peux pas croire qu'il y a qu'un seul récit dans la vie humaine. Chaque fois que quelqu'un se plaint d'une douleur, j'ai dit, en ce moment même, au moment où vous plaignez, il y a de la joie qui vous arrive tout autour. Essayez de glisser cette joie à l'intérieur de cette douleur, ne serait-ce que par courtoisie pour votre interlocuteur. Dans une entrevue en 2014 au Nouvel Obs, je crois, vous veniez d'être élu à l'Académie. Le journaliste qui écrit, et il écrit, que vous refusez la position avantageuse de l'écrivain engagé. Il rapporte que dans un festival où on vous proposait de militer contre le racisme, vous aviez répondu « Désolé, je ne peux pas être à la fois la maladie et le remède ». Oui. C'est exactement ce que vous expliquez aujourd'hui. C'est ça, je n'ai pas de temps à perdre pour ça. Vous savez, quand vous voulez être écrivain, vous êtes un jeune Québécois blanc. Vous voulez être écrivain, vous vous mettez à écrire. Vous voulez être écrivain, vous êtes un jeune noir. Vous voulez être écrivain, il faut d'abord dire ce que vous pensez du racisme. Il faut écrire sur le racisme. Il faut écrire sur la misère. Il faut écrire sur la condition ouvrière. Il faut écrire sur la dictature si vous venez d'Haïti. Mais vous n'êtes pas obligé. Il y a beaucoup de livres là-dessus déjà. On peut lire aussi. Vous n'êtes pas obligé de perdre votre temps à quelque chose qui ne vous intéresse pas. Si cela vous intéresse, allez-y. Mais si c'est pour essayer, pour montrer que vous êtes bien, que ces choses-là vous touchent, vous croyez qu'il faut perdre 3 années pour l'écrire avant peut-être plus tard de passer à une littérature plus ouverte qui vous intéresse. Moi, j'ai toujours reproché à Césaire et à Senghor, des idoles, de n'avoir jamais décrit un après-midi passé assis à la terrasse du Flore en train de boire un verre de vin et de causer de ça et d'autres. Moi, comme lecteur, vous imaginez, moi, à Port-au-Prince, en train de lire Senghor, Césaire, assis à la terrasse d'un café à Paris, qui causent à propos de gens qui passent, à propos de livres qu'ils ont lus, qui n'ont rien à voir avec des livres noirs, à propos de Miller, à propos de Goethe, et qu'ils sortent de leurs conditions. Moi, je suis sûr que ces écrivains-là, par exemple, ils ont vécu des vies comme tout le monde. Ils ont eu une petite amie, ils ont été acheter une bouteille de vin un soir qu'ils ont bu avec un ami, ils ont pleuré. Pourquoi ça ne se retrouve pas? Parce que on leur exige ce combat, croyant que ce combat ne peut se faire que sur un seul terrain, celui de la douleur, celui de l'engagement à perte de vue. Moi, je crois que quand j'écris le mot vin, que je bois un verre de vin à la terrasse d'un café, j'échappe à la douleur du monde et j'échappe au racisme de tout poil. C'est ça que le raciste ne veut pas, que je boive un verre de vin à la terrasse de café sans penser à lui. Mais la contestation, Danny, peut quand même permettre quelquefois de comprendre l'autre. Des gens comme Martin Luther King, Malcolm X, Mandela, c'était des contestataires. Ah ben totalement. Et quand ils l'ont fait pour moi, j'ai pas besoin de le refaire. Et c'est ça que je vais dire aussi. Il faut une ligne. Mandela, Malcolm X et d'autres aussi en Haïti et ailleurs, ils ont fait la lutte comme tous les parents le disent. Moi, je travaillais dur à l'usine pour que tu ailles à l'université.
J'ai pas travaillé dur à l'usine pour que tu deviennes une sorte de gagé politique qui veut retourner à l'usine parce que vous trouvez que l'usine c'est important pour la classe ouvrière. Non, j'ai travaillé dur à l'usine pour que tu ailles à l'université et que tu aies de blanches mains. Il n'y a pas de croûte sur ta main et que tu puisses discuter le soir alors que moi je dois rentrer dormir. Métro, boulot, dodo, pour retourner. Ça ne peut jamais être une bonne vie. On peut respecter la condition ouvrière, respecter l'ouvrier, jamais la condition ouvrière. Donc ça veut dire que je ne suis pas obligé de refaire la révolution à la manière de Malcolm X. Et quoique mon voisin peut le faire aussi s'il le veut, s'il le désire. Je ne suis pas obligé de le refaire puisqu'il l'a fait pour moi précisément. On va terminer là-dessus, Dany. Un jour, vous avez dit « Personne ne me dira jamais quoi écrire. Pour moi, c'est un exercice de liberté absolue. Je suis fou des mots. » C'est toujours ça. Ça, c'est en 2002 que vous avez dit ça. C'est toujours vrai et c'est toujours présent. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas en enlever un sans que ça me fasse mal, quel qu'il soit. Parce que si on enlève, par exemple, les insultes, comment saurons-nous qui sont les méchants? Dans les livres au moins. Il faudra qu'ils les insultent. Il faudra qu'on voit le monde dans sa diversité. Et je connais des gens qui m'ont insulté et qui sont devenus de grands amis. Et c'est ça, pour moi, le triomphe de la culture et de la civilisation. J'ai rencontré un type dans la rue qui m'a dit qu'un de mes meilleurs amis était mort à Ottawa. On l'a trouvé 3 jours plus tard dans sa chambre. Je suis rentré dans un café sur la rue Saint-Denis, ma rue Saint-Denis, et quelqu'un m'a dit, espèce de nègre, et tu vas pas t'asseoir là à côté de lui. J'ai dit non, pas ce soir. Ce soir, c'est jour de deuil, soir de deuil. J'ai un grand ami et d'adolescence qui est mort. Il a fait silence, finalement, il a dit, moi aussi, ça m'est arrivé il y a 1 mois. Et on a causé, on a pris un verre. Ce n'est pas du tout une fable que je raconte là, c'est une histoire qui est arrivée. Je ne dis pas que tous les gens qui disent des mots racistes finissent par devenir votre meilleur ami, ce n'est pas ça la question. Je dis tout simplement que je ne serai jamais à la merci d'un mot. Je veux aller plus loin. Je veux savoir qui est derrière le mot. Est-ce un vrai raciste, c'est-à-dire celui qui n'a jamais dit le mot sale nègre, celui qui habite dans une grande demeure, qui ne rencontre jamais des nègres, celui qui ne rencontre même pas ses voisins parce qu'il a un hélicoptère où il fait sa route, celui qui n'a jamais croisé un nègre, qui n'a jamais dit un mot raciste, mais qui les affame, mais qui les détruit, mais qui construisent des usines et qui vous paient, qui refusent de vous payer pour votre énergie. Comment je vais faire pour détecter ce raciste-là ? Alors que je passe mon temps à essayer d'écraser des gens qui ont fait une petite erreur et qui s'excusent, comme Trudeau. Et alors que les vrais, les bons, les professionnels, les durs, ils sont là, ils me sourient comme ils sourient en allant à la banque avec mon argent et ma sueur. Je veux le débusquer, c'est lui que je veux. Faites passer le message. Je crois que c'est assez clair. Bravo, Dany. On est très content que vous ayez proposé de venir parler à l'émission et donner votre opinion sur toute cette situation qui est assez confuse. Merci. Vous êtes à Paris, là? Je suis à Paris, Profitez. légèrement gris, mais je dois dire aussi que pour tous ceux qui disent du mal de Paris, j'ai jamais vu une ville aussi ensoleillée que cette année. Et c'est vraiment, on a un soleil magnifique à Paris. Mais le soleil, c'est comme quand il fait froid à Montréal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la Covid dehors. Ah ouais, c'est ça. Bon, allez au Café de Flore. Est-ce que vous pouvez aller au Café de Flore boire un verre de vin? Je peux aller au Café de Flore boire un verre de vin. Et je peux même l'écrire sans y aller. Ah, bah, salut, Dany. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Et on va passer tout de suite la parole à Serge Bouchard. On va continuer à descendre ce long fleuve d'encre avec l'écrivain Dany Laferrière. Maintenant, donc, Serge Bouchard, dont ça va être en grande partie l'éditorial ce soir, va nous parler du pouvoir des mots. Je pense qu'on va résumer ça comme ça. Serge Bouchard, bonjour.
Bonjour, je viens d'écouter l'entièreté de la pensée. Oui, mais d'abord, je voudrais saluer Dany Laferrière. Je sais qu'il ne m'entend pas, qu'il est à Paris. De tout le long de l'entrevue, je l'imaginais à Honsic-Cartierville, tout près de chez moi, parce qu'on est presque voisins. Et ça fait très longtemps qu'on s'est vus, et puis je l'aime beaucoup. Mais en même temps, ce qu'on vient d'entendre est remarquable, parce que moi, je ferais, dans l'urgence, traduire le texte, et même toute l'entrevue, mais le texte en particulier qu'il a lu, qu'il dit qu'il a rédigé ce matin, 1 heure avant l'entrevue, je le ferai traduire en anglais et circuler au Canada anglais. Parce que tout ce débat sur les mots, sur le mot nègre et le supposé mot en haine, je ne sais pas comment on le dit, c'est un débat qui est très laid. C'est très laid, c'est très méchant, c'est très mesquin. Et ça nous divise les uns les autres. Nous sommes divisés, nous sommes accusés, nous sommes coupables. Alors, il y a un excellent article sur le site de Radio-Canada d'Émilie Dubreuil, qu'on salue aujourd'hui, qui nous rappelle, avec ses entrevues, que toute cette question est d'origine américaine, américano-américaine. Ce sont les Américains qui ont un problème de langue. Et il y a une grande différence entre le mot « nigger » et le mot « nègre », comme vient de le décrire en français Dany. Alors, c'était très beau, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il raconte, mais imaginez-vous la différence entre la nature américano-américaine de l'usage du mot « nigger » et marié avec la culture. Là, je vous ouvre tout un chapitre, la culture canadienne-anglaise de la culpabilité, que je connais fort bien parce que j'ai beaucoup fréquenté les Canadiens anglais en ce pays et je sais qu'ils ont développé une sorte de maladie de la culpabilité qui est pas drôle et qui fait qu'une étudiante peut sortir parce qu'elle a entendu un mot qu'elle aime pas. Et il y a la présomption anglophone. Quand je vous dis que ça nous divise, il y a la présomption anglophone que le Québec francophone est raciste. Le Canada anglais ne l'est pas, mais le Québec francophone est raciste. Alors, imaginez-vous la division. Nous voulons travailler pour avoir un commun espoir, construire une société écuménique. On voudrait ça. Et là, on se rabat sur des divisions épouvantables. Et même nous, ajoutés aux deux solitudes, nous avons aussi maintenant des fractures dans notre propre gauche. Alors, on se dit plus à gauche qu'à gauche, et on assiste à toutes les dérives de la bien-pensance et des intolérances des bien-pensants. Je voudrais vous donner le cas d'Émilie Dubreuil. Allez-y. Qui nous parle de Pierre Anctil, que je connais bien. Pierre Anctil est l'amour de la culture juive. 40 ans à étudier la culture juive. Il parle yiddish couramment. Il a de l'amour pour l'autre. Il a de l'amour pour la culture. Mais Pierre Anctil, c'est un Canadien français catholique, là. Qu'est-ce qu'il y a à foutre chez les Juifs? Et j'ai mon propre cas, et je vais en parler dans mon éditorial ce soir. L'amour des cultures amérindiennes à travers l'Amérique. 40 ans à combattre le racisme et à éduquer et à travailler et tout ça. Puis on viendrait me faire la leçon sur l'utilisation du mot sauvage. Et puis j'ai trouvé ça très intéressant, la réhabilitation du mot nègre dans l'esprit de Dany Laferrière. C'est à peu près de la même mouture que la réhabilitation du mot sauvage par Anantan Capech, qui a écrit un livre qui s'appelle « Je suis une maudite sauvagesse » et qui finit par dire que c'est beau d'être un sauvage, près de l'amour sauvage. Quel beau mot que le mot sauvage, etc. Alors, Serge, écoutez, on va vous laisser la parole pour ce soir. On va écouter votre éditorial avec beaucoup d'intérêt. L'émission C'est Fou est en ondes à 19h. On peut aussi l'écouter n'importe quand après sa diffusion sur l'application Audio. Serge, merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir écouté Dany et d'avoir commenté aussi. Merci infiniment. Merci pour cette heure, Franco. C'est une très belle heure de radio. Merci beaucoup. Et je vais aller retrouver mes camarades.